Alors, la France défaite, je ne vais pas revenir sur la leçon, seulement répondre aux questions des documents, les 5 documents que vous avez aux pages 82 et 83, à commencer déjà par ce premier document, la poignée de main entre le maréchal Pétain, qui dirige donc la France, et Hitler à Montoire le 24 octobre 1940. Ils se sont donné rendez-vous dans une gare. Hitler était parti voir Franco, pour lui demander de l'aide justement dans sa conquête de toute l'Europe. Et à son retour d'Espagne jusqu'en Allemagne, il s'est arrêté donc dans une petite gare du sud-ouest de la France et il a tout simplement serré la main du maréchal Pétain. Mais cette poignée de main est très symbolique. Ça veut dire que désormais les deux hommes vont travailler plus ou moins ensemble. Donc quelle est la signification de cette entrevue pour la politique de la France? C'est que désormais la France est associée à l'expansionnisme d'Hitler. Elle ne viendra pas combattre l'idéologie nazie comme elle l'a pu le faire 3 mois plus tôt. D'accord? Les Français signent l'armistice, ça veut dire ils reconnaissent avoir perdu la guerre. Plus tard, par cette entrevue de Montoire, ils collaborent désormais avec Hitler. Donc on fait un pas de plus vers le rapprochement de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Deuxième document, donc, les livraisons de la France à l'Allemagne. Quelle sorte de collaboration entre la France et l'Allemagne le graphique met-il en valeur? Il faut tout simplement reprendre les titres proposés. La production de fer, de voitures, d'avions, mais également de travailleurs. Donc c'est une collaboration essentiellement économique. Et on voit par ce graphique que les demandes des Allemands sont toujours plus importantes. Vous voyez, 100% de la production d'avions en France en 1944 doit être envoyée en Allemagne. Les travailleurs français en Allemagne, au départ, ils sont déjà nombreux, 240 000. On va instaurer également un service du travail obligatoire. Cela veut dire que tous les Français, alors âgés de 20 à 23 ans environ, doivent partir en Allemagne pour travailler de manière obligatoire. Ce n'est pas quelque chose de volontaire, c'est obligatoire. Tous les jeunes Français doivent partir travailler en Allemagne. Et pour ceux qui refusent, eh ben, ils commettent ici un acte de résistance. Ils seront cherchés, traqués en France par l'Allemagne, par la Gestapo. Et donc, ils vont devoir, pour ceux qui refusent de partir en Allemagne, ils vont devoir se cacher, d'accord, et participer à des événements de la résistance. Alors, troisième document, la France en juillet 1940. Donc, quelques jours après l'armistice, après la reconnaissance de la défaite de la France doit donner une grande partie, plus de la moitié de son territoire à l'Allemagne. Toute cette zone est donc occupée par l'Allemagne. C'est l'Allemagne, depuis Paris, qui coordonne donc la politique française. La France n'a absolument aucun contrôle sur cette zone-là. C'est une zone occupée. Il y a une zone également annexée, l'Alsace et une partie de la Lorraine, qui avait été revendiquée, gagnée par la France en 1918. Hitler avait juré de récupérer ces régions-là. C'est désormais chose faite. Strasbourg et Metz sont désormais des villes allemandes. En bas, donc dans la France du Sud, c'est une France non occupée. Alors elle n'est pas totalement libre, elle doit rendre des comptes à l'Allemagne nazie. C'est depuis Vichy. Donc Vichy devient la capitale de ce territoire non occupé. Donc le maréchal Pétain et tout son gouvernement vont s'installer à Vichy. Pourquoi Vichy? Parce qu'il y a beaucoup d'hôtels là-bas. Donc on va pouvoir travailler un peu plus tranquillement qu'à Lyon, par exemple, qui demeure une très grande ville. Pourquoi peut-on dire que la France est en morceaux? Parce que tout simplement la France perd près de 4 territoires, enfin son territoire est divisé en 4, une partie non occupée où elle a un semblant plus ou moins de légitimité. Elle a un territoire qui est occupé, donc occupé par l'Allemagne. Elle a un territoire qui est annexé, donc là c'est carrément l'Allemagne. Elle a un territoire qui est rattaché à la Belgique, dans son nord, donc les Lillois doivent répondre aux exigences des nazis installés à Bruxelles. Et on oublie aussi que les Italiens gagnent quelques-uns de ces territoires à sa frontière avec la France. Alors concrètement, comment cela se matérialise-t-il? L'armée allemande sur les Champs-Élysées, c'est quelque chose
d'assez spectaculaire là, hein. On a l'armée allemande qui vient défiler sur l'avenue la plus importante de France. C'est un symbole très très fort que l'Allemagne nazie montre aux Français. Elle montre par ce geste, puisque la question est la suivante, hein, que signifie ce défilé de l'armée allemande? Ben, cela signifie que désormais les Allemands sont maîtres de la capitale, ils sont maîtres de tout ce qui va se dérouler en France durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux désormais les véritables leaders de la France occupée. Enfin, cinquième et dernier document, une arrestation de résistants par la milice française. Je vous ai dit tout à l'heure que certains jeunes, regardez, ils sont très jeunes pour la plupart, même ce sont des mineurs, peut-être 15, 16 ou 17 ans. Pour les autres, beaucoup sont des résistants au service du travail obligatoire. Ils ne veulent pas partir en Allemagne travailler. Ils seront donc recherchés, puis arrêtés. Alors, ne pensez pas que ce sont des Allemands ici. Ce sont tout simplement des militaires. C'est une milice, c'est une organisation paramilitaire. Ce ne sont pas des militaires, mais ils ont quand même des armes et un uniforme. Donc on pourrait penser qu'il s'agit d'une armée, mais ce n'est pas le cas. C'est une milice. Ce sont des Français qui ont choisi de servir le régime nazi. Et ce sont eux qui vont traquer donc les résistants. On a deux France ici, la France qui collabore, qui accepte la défaite, qui collabore avec l'ennemi, et les résistants qui, eux, refusent toute occupation de l'Allemagne. Donc ils sont arrêtés ici en 1943. Que risquent-ils? Inévitablement, ici, c'est l'exécution capitale. Et je terminerai donc par un exemple, du moins un exemple extrêmement connu en France. Il s'agit de Guy Môquet. Guy Môquet, c'est un jeune communiste qui s'est fait fusiller donc avec un groupe de plusieurs militants communistes. Là, alors non, nous ne l'avons pas. Non. Il s'est fait arrêter donc en 1941. Il n'avait que 17 ans. Et s'il est connu, ce jeune garçon, c'est parce qu'il a écrit une lettre à ses parents qui est assez troublante, perturbante, où il dit qu'il préfère mourir de cette manière-là plutôt que d'accepter la collaboration ou d'accepter la défaite de la France. Et pour la petite histoire, tous les professeurs d'histoire-géographie, il y a une dizaine d'années de ça, devaient lire la lettre de Guy Môquet à la rentrée scolaire. Donc pour la mémoire collective en France, la lettre de Guy Môquet est vraiment très importante. Voilà.